Le problème, quand on parle d'agroécologie, c'est qu'il y a au moins 3 définitions, 3 façons de comprendre. Beaucoup d'étudiants entendent parler de l'agroécologie comme de l'activité d'un homme, qui est Pierre Rabhi. Et donc c'est une conception philosophique de la vie, fondée notamment sur l'agriculture, et c'est de l'agriculture biologique assez purement et simplement, et avec la promotion de l'idée que c'est une agriculture finalisée sur une espèce de sobriété cultivée et assumée. Bon, c'est comme ça, c'est bien, c'est intéressant. Il y a un concept d'agroécologie comme l'écologie des écologistes, c'est-à-dire un mouvement à caractère un peu idéologique et fondé sur un ensemble de techniques d'ordre naturel, sans théorisation particulière, mais revendiqué comme un mouvement social. Et puis il y a la dernière définition, qui est celle que j'utilise personnellement, qui est l'agroécologie, c'est de l'écologie, prenant en compte particulièrement les problématiques agricoles. Mais c'est de l'écologie comme science. Donc il y a au moins ces 3 façons de voir les choses, et pour moi j'utilise la dernière. L'écologie intensive, donc l'agriculture écologiquement intensive, c'est une agriculture que l'on comprend en termes d'écosystème, donc d'écologie, mais d'écosystème que l'on transforme en intensifiant ce que l'on appelle les fonctionnalités de l'écosystème. Alors qu'est-ce qu'on appelle une fonctionnalité ? C'est un ensemble de mécanismes qui sont des mécanismes naturels, par exemple la fonctionnalité germination, la fonctionnalité dégradation de la plante après sa mort, la fonctionnalité humification, la fonctionnalité prédation d'un insecte ravageur par un autre insecte. C'est donc un certain nombre de fonctions complexes qui mettent en jeu des agents, les plantes, le sol, des agresseurs, des agressés, tout ce que l'on voudra. Et on va utiliser ces fonctionnalités quand elles nous sont utiles en essayant de les amplifier. Donc par exemple, amplifier la fonction humification pour fabriquer de la matière organique dans le sol, c'est intensifier l'humification, donc c'est intensifier l'utilisation de la matière organique dans le processus général de fertilité. Alors bon, pour être un peu plus compliqué, il y a 3 niveaux dans la définition d'une fonctionnalité. Il y a les métafonctionnalités, les fonctionnalités et les fonctions. Par exemple, métafonctionnalité, c'est l'ensemble des fonctionnalités du domaine de la fertilité, la fertilisation. On a des fonctionnalités, comme je viens de le dire, sur décomposition de la biomasse, humification, minéralisation, etc. Puis il y a des fonctions, par exemple la fonction humification, elle peut prendre des natures un peu différentes selon les plantes qui sont humifiées. Est-ce que c'est une humification à partir d'un mulch qui se trouve à la surface du sol? Est-ce que c'est un mulch forestier, etc. Il y a différentes formes qui peuvent être précisées. Mais alors l'intensification, c'est prendre une fonctionnalité, l'amplifier et voir les conséquences que ça a sur le résultat qui est le rendement. Donc c'est bien une intensification parce que c'est une amplification, mais c'est écologique puisqu'on n'utilise que les fonctionnalités écologiques. Bon, je pense que cette évolution est inévitable. D'abord parce que ça permet d'économiser des ressources, ça permet de remplacer de la fertilité chimique par de la fertilité naturelle qui ne coûtera rien, ça permet d'éviter d'employer des produits phytosanitaires
et de les remplacer par des fonctionnalités écologiques qui coûteront rien ou peu ou beaucoup moins. Et ça permettra d'éviter des pollutions et des risques pour les agriculteurs utilisateurs. Donc ça me semble être dans le cours naturel des choses. On considérera plutôt, je dirais, ce qui s'est passé avant comme plutôt du gaspillage et du danger dont on pouvait se passer. Donc je plaide pour le côté inévitable. Alors, on va passer d'une situation de relative facilité à de la difficulté. La facilité, c'était, pour caricaturer, je vois certains insectes ravageurs, je sors le pulvérisateur et le produit correspondant. Moyennant quoi, j'ai certes la sécurité d'avoir protégé ma récolte, mais j'ai un certain nombre de désagréments, dont des risques environnementaux et des risques sanitaires. Dans la formule agroécologique, je vois les mêmes ravageurs, je les compte. Je regarde si je peux différer le traitement ou non, ou si j'ai une solution du domaine de la lutte biologique ou non, ou si j'ai des solutions alternatives. Et je calcule ma probabilité de risque selon le traitement que je vais choisir. Donc, toute décision n'a rien d'évident. Elle doit être pensée dans le caractère écosystémique de l'objet. Ce qui est difficile, ça demande de la retenue, une vision d'ensemble et une vision systémique, non seulement écosystémique, mais systémique, c'est-à-dire que toute chose que l'on manipule, on doit en voir les conséquences sur les choses qui sont en relation avec la chose manipulée. C'est donc très compliqué. Et alors ça demande un état d'esprit différent. On était dans un état d'esprit que je pourrais qualifier d'industriel mécaniste. Il y a une cause, il y a une conséquence, j'agis. À un système biologique et écologique qui est j'introduis une modification, il va y avoir des cascades de conséquences, j'essaye de les estimer avant d'intervenir, et puis je choisis la moins mauvaise. Donc c'est effectivement une chose, un état d'esprit qu'il faut acquérir, et la transition n'est pas simple, parce que quand c'est le cerveau lui-même qui doit se changer, qui doit changer de logiciel, il n'aime pas. Il préfère que ce soit le cerveau des autres qui le fasse à sa place. Premièrement, l'écologie. C'est un raisonnement qu'il faut absolument acquérir parce que c'est la pensée complexe. Et nous sommes dans un monde qui va vers la complexité. Donc, il faut qu'ils apprennent la pensée complexe, il faut qu'ils s'imprègnent progressivement, et deuxième chose, qu'ils apprennent à modéliser les choses. Parce que rester avec une pensée complexe non modélisée, c'est une pensée floue et inutilisable. Donc, faire de l'analyse systémique, modélisée, ce qui est une affaire relativement compliquée, mais qui est nécessaire. Troisièmement, il faut faire de l'expérimentation in silico, c'est-à-dire que quand on sait manipuler un logiciel, il faut le manipuler n fois, il faut faire n fois des hypothèses sur, par exemple, son exploitation agricole pour voir la cascade des conséquences que ça aura. Je fais l'hypothèse que j'aurai tel système de production. Je teste avec le climat de l'année 1985, 1986, 87, 88, etc. Je fais 30 fois mon truc et je regarde ce que ça me donne comme résultat en simulation. Et en fonction de ça, je prendrai ma décision. C'est ce raisonnement systémique qui est absolument important. La chose que je dirais ensuite, c'est qu'il faut aimer la
la systémique, aimer l'écologie, aimer la robotique, aimer l'informatique, et les générations qui viennent n'ont pas ces craintes révérentielles vis-à-vis de l'informatique, de la robotique, etc., que les générations antérieures avaient. Donc, il y a du plaisir à maîtriser un ordinateur, des applications nombreuses, des robots, des drones, de la précision et de la systémique. Et pour moi, c'est la clé absolue d'une bonne gestion agroécologique des écosystèmes, des agroécosystèmes. Quand il y a des nouvelles applications sur leur smartphone, ils ne se posent pas de question de savoir s'ils ont le niveau pour s'y accrocher. Ils s'y accrochent et ils la maîtrisent. C'est plutôt une question d'âge que de formation. Alors, bien sûr, un ingénieur de conception s'amusera à écrire des nouveaux modèles de simulation de fonctionnement d'un agroécosystème. Et un bac pro va importer directement les logiciels, va les apprendre en 2 fois un quart d'heure, et ça sera la différence. C'est-à-dire qu'il y a toute la différence entre celui qui conçoit et celui qui applique. Mais un pilote de jet ne crée pas les logiciels, mais il les apprend, il les applique. Et c'est aussi compliqué d'être pilote d'un jet que d'être concepteur du système informatique de pilotage automatique du jet. Donc, je crois que l'informatique en général plaît tellement aux nouvelles générations que la différence est moins entre maîtriser ou ne pas maîtriser une application que entre concevoir des choses dans la complexité et les utiliser. Un enseignant, à mon sens, va devoir beaucoup plus accompagner des démarches de plus en plus autonomes des étudiants, plutôt que de leur enseigner des contenus. Les contenus, on va les trouver partout, généralement dans des séquences zapping, c'est-à-dire du contenu morcelé, qu'ils vont utiliser opportunément à telle ou telle occasion pour des choses qu'ils auront à faire, soit qui leur sont demandées dans l'enseignement, soit qui sont des applications nécessaires pour leur activité professionnelle. Mais l'enseignant leur dira, ben oui, mais pour résoudre cette question, pour traiter ça, il faut avoir appris ceci, cela. Ben, regardez dans tel chapitre, tel truc, apprenez-le en une journée, et puis vous maîtriserez la chose. Ce sont des pilotes, les enseignants, des pilotes du savoir, avec des cartographies du savoir, et des méthodes de mobilisation opportune des savoirs, mais ce ne sera plus des dérouleurs de savoir et des dérouleurs de contenu dans un ordre dit pédagogique. Je crois que d'une manière générale, les sciences de la complexité demandent beaucoup de réitération d'expérience. Je crois que ceux qui se font une fonction de l'enseignant qui est celui qui sait, celui que l'on n'interrompt pas, celui qui déroule les savoirs et qui les vérifie, cette conception hiérarchique n'est pas compatible avec une conception où l'étudiant a un peu un esprit start-up, c'est-à-dire que ça l'intéresse, il rentre dans le jeu, il pose des questions et il mobilise des savoirs à travers la bonne volonté du professeur. La réalité va dans ce sens et pour moi, les enseignants courent derrière, de plus en plus. C'est mon cas, j'enseigne, ça fait longtemps que j'enseigne le même domaine, je vois les évolutions qui sont des évolutions de société et la façon dont ça entraîne des nouveaux comportements vis-à-vis des savoirs de la part des étudiants. C'est-à-dire que certains anticipent, alors qu'avant ils n'anticipaient pas du tout.